Bon, Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui, nous allons voir, dans le cadre de la matière littérature, culture et civilisation, la francophonie. La francophonie, notre objectif aujourd'hui, c'est d'appréhender la pluralité du monde francophone à travers ces textes, en comparant cette diversité, en comprenant que cette diversité est le produit direct de l'expansion coloniale française, c'est-à-dire que c'est le produit de la colonisation. La problématique centrale est comment la francophonie littéraire porte-t-elle les marques de l'étrangeté et de la colonisation. Et nous allons voir bien sûr différents contrastes et ères de la francophonie, y compris le Maghreb et la francophonie subsaharienne des Caraïbes et du Québec. Donc, le premier concept à prendre en considération, c'est l'étrangeté fondatrice, l'altérité radicale. L'altérité, c'est-à-dire la vision de l'autre, en quelque sorte. L'autre, l'altérité radicale. Donc, les littératures francophones, mis à part celle du Maghreb, naissent d'une rupture. La langue française n'est pas une langue de proximité ou d'échange. Bien sûr, nous parlons dans le cas de la francophonie. Parce que les aires où la francophonie s'est imposée, ce n'était pas la langue mère où elle est née. Si on prend en considération le Maghreb, les Caraïbes, le Québec, la région subsaharienne, la littérature de négritude, leur langue mère, ce n'était pas le français. Le français est venu s'imposer comme langue de littérature, comme langue du colonisateur. Donc, le français n'est pas une langue de proximité ou d'échange choisie, mais une langue imposée par la conquête de l'administration coloniale. Cette étrangeté initiale devient le point de départ d'une création littéraire qui doit constamment négocier avec un outil linguistique venu d'ailleurs. Donc, comme je viens de le dire, c'est une littérature imposée par le colon. Je cite Josias Semungana ou Semunhuanga, si ma prononciation est correcte. Le terme littérature francophone désigne les œuvres écrites en français par des écrivains dont cette langue n'est pas nécessairement la langue maternelle. Cette approche s'écarte du paradigme traditionnel de l'histoire littéraire qui associe les concepts de nation, de langue, de territoire et de littérature. Donc, on vient associer les concepts de nation, de langue, de territoire et de littérature dans ce concept de francophonie. Nous avons l'exemple de Amadou Kourouma du Côte d'Ivoire. Je cite que dans les soleils des indépendances, paru en 1968, l'étrangeté est revendiquée par un style qui malaxe, qui mélange le français, le plie aux structures de la langue malinke. Dès la première phase, il y avait une semaine qu'avait fini dans la capitale Koné Ibrahima de race malinké, donc c'est une ethnie, où disait-on le revendiquer. Cette syntaxe donc est étrangère au français. Vous voyez bien que il y avait une semaine qu'avait fini dans la capitale Koné Ibrahima de race malinké, où disait-on le revendiquer. Donc c'est une syntaxe qui
qui n'est pas purement littéraire, ce n'est pas la littérature classique française, d'Hexagone, de la métropole. Donc, elle est étrange au français standard, affirmant la présence d'une autre langue sous la langue coloniale. Donc, il y a une langue qui est née du français, c'est une langue francophone qui est née du français, mais qui ne ressemble pas au français. Il ne ressemble pas au français de la métropole. Donc, c'est ça la francophonie. La francophonie, c'est une langue française imposée à une ère, à une culture, et cette culture va, à l'aide de ses constituantes, de ses caractéristiques, former une nouvelle langue française qui n'est pas la langue française des Français. Donc, en quelque sorte, c'est ça le phénomène de la francophonie. Maintenant, nous allons partir vers l'Europe, la Belgique et la Suisse. Ce qu'on appelle le concept de belgitude et de suissitude. En Belgique et en Suisse, la francophonie n'est pas issue de la colonisation. La France n'a pas colonisé la Belgique ni la Suisse. Elle n'est pas issue de la colonisation, mais d'une réaction complexe avec la France, perçue comme centre culturel. La France, au XVIIe, XVIIIe siècle, était un centre culturel. C'est-à-dire le monde affluait voir Paris, c'était la capitale des Lumières, donc c'était un centre culturel, une métropole culturelle. Il y avait une influence culturelle sur son entourage, sur ses satellites, on va dire le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, c'était les satellites de la France. Donc ces littératures développent une étrangeté par rapport au modèle français, cherchant à affirmer leurs différences culturelles. Mais comme dans le phénomène de la colonisation, on essaie d'imiter, mais de garder en même temps notre spécificité, notre caractère. C'est pour ça que parler de littérature belge ou de suisse, d'expression francophone, c'est toujours parler d'une variante du français, pas le français de la métropole, pas le français de France. Donc la colonisation pour ces pays a aussi été un fait historique. C'était une colonisation, pas comme la colonisation qu'a vécue l'Afrique, mais c'était une colonisation d'une autre sorte, un fait historique, notamment pour la Belgique, c'est-à-dire qui a influencé la Belgique, a eu sa part de colonisation, et elle a été colonisée et a colonisé. Donc a été colonisée, donc influée par la France, mais elle aussi a colonisé. Colonisé, la plus grande colonie de la Belgique, c'était le Congo. C'était le Congo. Donc elle a à son tour transmis ce phénomène de francophonie, mais une francophonie qui est toujours dans la même logique, c'est-à-dire influencée par le français tout en créer une langue française, tout en gardant les caractéristiques de la culture d'accueil. Donc, je cite Michel Reffey, la littérature suisse, les masques de l'identité. Vous avez aussi Jacqueline Harpman, dans Orlanda de 1996, l'auteur belge explore le thème de la métamorphose de l'identité, le choix de situer son roman à Bruxelles, identité sexiste bien sûr, donc, et non à Paris, est déjà un geste d'affirmation d'une francophonie décentrée. C'est une francophonie, mais une francophonie décentrée, c'est-à-dire qui ne part pas de la France, mais part d'ailleurs, d'un espace d'influence qui n'est pas la métropole. L'étrangeté est ici dans le regard porté sur une ville bien sûr francophone, qui n'est pas la capitale culturelle française, qui n'est pas Paris, mais qui produit pourtant une littérature en français, affirmant une identité belge autonome. Donc,
C'est ça le phénomène de belgitude et de suissitude. C'est-à-dire, c'est toujours la francophonie, mais la francophonie dans une ère européenne, c'est-à-dire qui n'ont pas d'influence coloniale, mais d'influence culturelle. Maintenant, nous partons vers l'Afrique subsaharienne et la violence épistémique. La violence épistémique. Tout ce qui se rapporte à l'épistémie, épistémologie, c'est de l'ordre du savoir. C'est-à-dire, il y a une violence, mais une violence du savoir, une violence de la langue. C'est une langue violente. C'est une langue qui a été imposée, le français. D'ailleurs, ça l'est jusqu'à nos jours. Donc en Afrique subsaharienne, l'imposition du français s'est accompagnée d'une négation systématique des langues culturelles locales, c'est-à-dire dire que le français c'est la langue de la région subsaharienne est faux. Ça pourrait être une langue véhiculaire, peut-être, imposée toujours, mais ce n'est pas la langue de la région subsaharienne. Même si les subsahariens arrivent à communiquer entre eux par le biais de la langue française, mais ce n'est pas une langue qui est originelle. C'est une langue imposée. C'est pour ça que le terme de la violence épistémique vient s'imposer ici. Donc, l'écrivain francophone africain écrit dans la langue du colonisateur, souvent apprise à l'école coloniale. Il n'a pas apprise, ce n'est pas sa langue mère, c'est une langue imposée par le colon, dans un contexte de violence physique et symbolique. Donc, on lui a pris sa terre, on lui a pris ses biens pour lui apprendre le français. Donc, quand on dit que la langue française est un tribut de guerre, c'est très contestable. Ce n'est pas un tribut de guerre, c'est plus une greffe mal faite. D'accord? Donc on a imposé le français. Le français, on l'a pas pris, on l'a pas arraché. C'est-à-dire, c'était pas une façon c'était pas comme le tribut de guerre. Qualifier quelque chose de tribut de guerre, c'est comme si cette chose était un bien qu'on a arraché au colonisateur, alors que ce n'est pas réel. C'est une greffe, c'est une contamination, tout sauf un tribut. D'accord? Donc, cette langue, souvent apprise à l'école, dans un contexte de violence physique et symbolique, cette situation crée une étrangeté fondamentale, exprimer sa réalité africaine dans une langue européenne. C'est-à-dire, l'Africain n'avait pas le choix pour s'exprimer par rapport à l'autre ou pour véhiculer ses sensations pour l'autre. Il a fallu s'exprimer en français parce que c'était la seule langue imposée et apprise dans un contexte de violence qui lui permettait de s'exprimer pour faire part de ses sentiments, de ses souffrances à l'autre. Donc, il n'y avait pas de langue substitut. La seule langue, ce n'était pas un choix, c'était une imposition. Donc je cite Isaac Bazier, l'Afrique coloniale apparaît comme un lieu refuge et un lieu des transfuges de divers genres. C'est surtout à partir de ce modèle qui a fait l'école la figure des transfuges dans le texte d'une Afrique idéalisée ou à conquérir qui m'intéressera. Donc, l'Afrique, ce n'était pas le lieu pour le français, ce n'était pas le lieu où le français s'est épanoui dans un contexte culturel, intellectuel, académique. Non, c'était un contexte colonial. C'était un contexte colonial, donc un contexte forcément de violence. Le résultat, on va le trouver dans la littérature, ce qu'on appelle la littérature de négritude, la littérature des esclaves. Donc, Léopold Sédar Senghor, au Sénégal, poète de la négritude, utilise le français avec une maîtrise parfaite
mais pour chanter l'âme africaine, pour chanter ses souffrances. Donc, dans Femme noire, Chant d'ambre de 1945, il décrit femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur, qui est vie, et ta forme, qui est beauté. Donc, c'est une femme esclave. On chante à travers le français, mais on ne chante pas sa joie, on chante sa souffrance, pour exprimer sa souffrance. Donc le français était la seule langue pour exprimer sa souffrance, pour se faire entendre par l'autre, bien sûr. Donc l'étrangeté réside dans ce paradoxe: magnifier l'Afrique, sa négritude, dans la langue même de ceux qui ont nié cette négritude. Je ne dirais pas nier même, je dirais qu'ils ont créé cette négritude, parce que la négritude pour les nègres n'existait pas. Ils étaient tous nègres. Mais la négritude, dans son contexte d'esclavagisme, a été créée par la France, a été créée, non pas par la France elle seule, mais par le colonisateur. Donc la souffrance s'exprimait en français. Donc vous voyez bien la différence entre le contexte de belgitude et de suissitude, ce concept-là, et le concept de négritude. La francophonie suisse, la francophonie belge, ce n'est pas la francophonie subsaharienne, ce n'est pas la francophonie de négritude. Donc ce sont deux phénomènes différents. C'était une influence culturelle, mais celle-ci c'est une influence coloniale, une influence de violence. Donc, aller dire que c'est un tribut de guerre, c'est vraiment tiré par les cheveux comme version. Maintenant, le concept des Caraïbes, qui n'est pas aussi différent que de celui de la négritude. Le concept des Caraïbes, l'hybridité linguistique et culturelle. La différence entre le concept subsaharien, le concept de francophonie subsaharienne et de négritude, des Caraïbes, les Caraïbes ont créé le phénomène de créolisation. Mais c'est venu avec le temps, parce que c'était une colonisation plus longue, plus étendue dans le temps, plus ancienne. Donc, l'hybridité linguistique et culturelle, les Caraïbes, ou la Caraïbe francophone, Haïti, Martinique, Guadeloupe, est le produit de la traite négrière. La traite négrière, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Commerce des esclaves. Et de l'esclavage. Le français y est la langue des maîtres, imposée aux populations déportées. C'était une population, bien sûr, déportée d'Afrique. Mais, à la différence de l'Afrique subsaharienne n'a pas connu la négritude, n'a pas connu l'esclavagisme tel qu'il a été connu dans les Caraïbes. Bien sûr, l'Afrique était la source de la traite négrière. On a porté les esclaves, les nègres, on les réunissait dans l'actuel Libéria. Libéria, vous connaissez le Libéria, pays. On les réunissait et c'est à partir du Libéria, on les cheminait vers l'Amérique, les États-Unis, les Caraïbes, etc. Donc, c'était ce phénomène-là qui fait que l'Afrique subsaharienne, le français était imposé par l'école dans l'Afrique subsaharienne, l'école coloniale. Mais dans les Caraïbes, c'était imposé par le maître. Il y avait le maître et l'esclave. Donc, l'esclave qui était un bien, qui était déshumanisé. Donc, le créole naît de cette rencontre violente comme langue de survie. La littérature des Caraïbes francophones est habitée par cette dualité, le français comme langue d'écriture, le créole comme langue d'identité. Donc, vous avez la langue d'écriture, mais la langue d'écriture, ce n'était pas la langue des esclaves. La langue d'écriture, c'était la langue du maître. Mais le créole, c'était une langue parlée. C'était la langue de l'esclave.
C'était une langue, un mélange, un brassage entre dialectes autochtones et le français apporté par le maître. Donc, on a créé le créole pour s'exprimer. Donc, le créole comme langue d'identité, la colonisation y est vécue comme un arrachement absolu. Même le créole, c'était une langue d'esclaves. C'est-à-dire, parler le créole, pour un nègre, c'était une forme d'afficher sa négritude, d'afficher son statut d'esclave. C'est pour ça que dans son livre, dans son œuvre, Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon dans son œuvre Peau noire, masque blanc, fait l'anatomie, le diagnostic de cette négritude qui s'affichait à travers le créole, mais qui essayait de revendiquer une certaine civilisation à travers quoi? À travers le français. Parler le français correctement comme un français avec un accent français était une façon d'afficher quoi? D'afficher sa civilisation pour le nègre. Il se reniait en quelque sorte. Il ne parlait pas. Parler le créole, c'était une façon d'afficher sa barbarie, entre guillemets. Mais si un nègre voulait montrer qu'il est civilisé, qu'il est bien cultivé, il devait parler le français avec un accent correctement parisien. Donc, c'était une façon de s'approprier le masque blanc, mettre le masque blanc alors qu'il est noir. On a en quelque sorte, on est en train de voir en quelque sorte le complexe de l'éternel colonisé qui se retrouve souvent dans les couloirs, dans la vie. Donc on rencontre ces gens-là qui veulent parler le français correctement, qui essaient, une fois qu'il veut, que cette personne qui est devant vous, qu'elle veut montrer sa civilisation, elle va utiliser quoi? Le français. Elle ne va pas essayer de parler en arabe correct, étant un arabe, mais essaye d'afficher sa civilisation à travers quoi? À travers la langue française. Donc ça, c'est l'esprit de l'éternel colonisé. Donc, je cite Bernard Delpech, l'hybridité et la diglossie langagière qu'on retrouve dans certains romans haïtiens sont-elles des facteurs de décolonisation ou de recolonisation? Peut-on parler d'africanité ou d'antinité dans un texte littéraire haïtien sans tenir compte de cette autonomie, de cette dépendance qui caractérise tout langage métissé? Donc, le français a imprégné la langue des Caraïbes, a imprégné la culture des Caraïbes. Donc, est venu s'imposer comme phénomène permanent, phénomène perpétuel, qui s'affiche, qui se manifeste, qui est patent à travers quoi? À travers le créole. Donc, le créole, c'est la langue de l'esclave éternel. C'est devenu une marque déposée au nom de quoi? Au nom de l'esclavagisme. Oui. Bon. Maintenant, le Québec. Donc, le Québec est le concept de la survivance de l'américanité. Survivre à l'américanité. Donc, l'Amérique était un phénomène d'émancipation à l'Europe. L'Amérique a échappé à l'Europe. C'est une façon de l'Amérique, le phénomène de l'américanité est un phénomène de rébellion par rapport à l'Europe. Mais le Québec
le Québec en constitue l'exception. C'est une exception, c'est un point francophone dans une mer états-unienne, si j'ose dire. Donc, le Québec vit une situation unique, français par la langue, mais nord-américain par la géographie et l'histoire. Donc, le seul point qui reste jusqu'à nos jours francophone dans l'Amérique, c'est quoi? C'est le Québec. Vous ne pouvez pas trouver le français nulle part que dans le Québec en Amérique. Donc, conquis par les Britanniques en 1760, les Canadiens français développent un sentiment d'étrangeté, à la fois par rapport à la France, qui les abandonne, la France les a abandonnés, et par rapport au Canada anglais dominateur. Donc, le français québécois, c'est un français de résistance. Ce n'est pas qu'un phénomène, un français d'influence culturelle comme la Belgique ou la Suisse. Ce n'est pas un français de colonisation comme la région subsaharienne. Ce n'est pas un français d'esclavagisme comme les Caraïbes. C'est un français de résistance. C'est un français de résistance à l'américanité. Donc, je cite Jacques Paquin qui dit « Nouveau territoire de la poésie francophone au Canada, 1970 à 2000 ». Donc, l'exemple de Michel Tremblay au Québec, qui, dans Les Belles Sœurs de 1968, pièce fondatrice, Tremblay fait le choix radical d'écrire en journal français populaire québécois. Les personnages parlent la langue de la rue, celle que l'élite francophone méprise. L'étrangeté est sociale et géographique, c'est-à-dire le français québécois, ce n'est pas le français académique, ce n'est pas le français du bon usage. C'est un français purement québécois, c'est un français de rue. C'est un français qui a résisté à l'américanité, qui a résisté aux Britanniques, mais qui a gardé son caractère dialectal, son caractère spontané de la rue. Donc, c'est un français, si on peut dire, c'est un français qui a survécu avec les moyens de bord. Donc, c'est ça le phénomène québécois. Donc, le postcolonialisme, ce qui s'est passé, c'était quel est le sort de la francophonie après le colonialisme, après que tout ce manège soit fini. Tout ce manège est fini. Donc, décolonisation littéraire. Les littératures francophones sont postcoloniales. Littérature francophone, lorsqu'on parle de littérature francophone en Algérie, par exemple, ou au Maghreb, d'une façon générale, si ce concept existe, quand est-ce qu'on a commencé à lire de la littérature francophone dans le Maghreb? C'est après que la colonisation soit finie. D'accord? Donc, avant, c'était une littérature française. Parce que c'était une ère française. Le Maghreb était une ère française. Maintenant que la colonisation est finie, on peut parler de littérature francophone, qui s'exprime en français, mais qui n'est pas française. Qui s'exprime en français, mais qui n'est pas française. Donc les littératures francophones sont postcoloniales, non seulement parce qu'elles viennent après la colonisation, mais parce qu'elles s'inscrivent dans un processus de décolonisation de la langue des formes littéraires. Il s'agit de subvertir les codes hérités de la France, de renverser les représentations coloniales, de réécrire l'histoire du point de vue des colonisés, du colonisé. C'est-à-dire, c'est une façon de parler le français, mais avec une pensée de décoloniser. C'est ça la littérature. Donc, toute littérature, ce concept-là, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une définition, on ne définit pas le concept rien que pour le définir. On le définit pour pouvoir faire la part des choses par la suite, pour pouvoir dire que cette littérature a ce caractère, donc c'est une littérature de décolonisation. Cette littérature défend l'identité algérienne, défend les principes algériens, défend la révolution algérienne, donc c'est une littérature francophone de décolonisation. Si la littérature
si la littérature fait l'apologie de la colonisation, l'apologie de l'autre, du français, elle méprise tout ce qui est algérien, même si c'est une littérature postcoloniale par la variable du temps, c'est-à-dire si on voit à travers l'histoire, à travers le temps, que ça a été produit après l'ère coloniale, mais ça reste une littérature de colonisation. D'accord? Donc ici, nous sommes ici pour pouvoir faire la part des choses, non pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à la variable culturelle et civilisationnelle. Donc, on fait littérature et civilisation. Donc, si cette littérature, on ne voit pas que les caractères par rapport au temps, la production dans le temps, non, aussi la production dans la structure. Donc, je cite Patrick Chamoiseau dans l'empreinte dans l'empreinte à creuser de 2012. Chamoiseau réécrit le mythe de Robinson Crusoe. Vous connaissez Robinson Crusoe? Ah, cet éternel survivant. Figure emblématique du colonisateur, il imagine que le naufragé découvre sur son île les traces d'un prédécesseur africain, renversant ainsi le récit colonial originel. L'étrangeté devient subversive. L'Africain était là avant l'Européen, mais l'histoire coloniale l'a effacé. Donc, c'est ça la littérature francophone de décolonisation. C'est dans une optique crusoéenne. Venir découvrir que nous étions là avant eux. C'est nous qui étions là. Donc, autant se revendiquer, même si on se revendique à travers la langue française, mais on se revendique. Ça, c'est une littérature francophone de décolonisation. Si on revendique l'autre à travers la langue française, là, la langue française ne devient pas que outil, elle devient une essence. Elle devient elle-même la cause. C'est-à-dire défendre le français, parler en français pour défendre le français, ce n'est pas une littérature de décolonisation. C'est une littérature de colonisation. Je dirais même que c'est une littérature exotique. D'accord? Donc, l'hybridité linguistique. L'hybridité linguistique est la marque de la littérature francophone. Littérature francophone, c'est l'hybridité. Si un revendiqué francophone, un prétendu francophone de colonie, s'exprime comme s'exprime un français, ce n'est pas de la littérature francophone, c'est de la littérature française. D'accord? Donc, la littérature francophone doit avoir ses caractéristiques, et dont la première est l'hybridité. L'hybridité linguistique, bien sûr, pas que culturelle, linguistique, c'est-à-dire, normalement, la littérature francophone, le phénomène par excellence de la littérature francophone, c'est le néologisme. Créer des mots qui ne sont pas français, mais qui sont issus de la francophonie, issus de la culture dont le français a fait usage pour s'incruster ou pour se manifester. D'accord? Donc, l'hybridité linguistique est la marque des littératures francophones issues de la colonisation. Les écrivains peuvent ignorer qu'ils écrivent dans une langue qui n'est pas ou pas seulement la langue maternelle. Cette situation crée des textes où plusieurs langues se font entendre sous le français. Donc, ce sont plusieurs langues qui se font entendre sous le français. Le français n'est qu'un vêtement, n'est pas une essence. Le français est un vêtement, pas une essence. Je cite Bernard Delpech. Cette étude vise à analyser l'évolution du créole dans la littérature contemporaine. L'hybridité
et la diglossie langagière qu'on retrouve dans certains romans haïtiens sont-elles des facteurs de décolonisation ou de recolonisation? Donc, l'hybridité et la diglossie langagière, on doit les retrouver dans la littérature. Là, il parle de littérature haïtienne qui est une littérature francophone. Donc, c'est une littérature dont l'hybridité et la diglossie sont les principales caractéristiques. Donc, la crise identitaire dans la littérature. La question « qui suis-je » se pose dans la littérature francophone, souvent, alors qu'elle ne devrait pas se poser, parce qu'on a parlé de phénomènes crusoïens, Robinson Crusoe, d'accord? Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène qui oblige à ce que le colonisé sache qu'il était là avant le colonisateur. Donc il est ce qu'il était avant. Il n'a pas le droit de se poser la question qui est-il? Qui suis-je? Donc il est ce qu'il était avant le colonisateur. Donc, mais n'empêche, ce phénomène de crise identitaire, on le retrouve dans la littérature francophone. C'est un phénomène, c'est un fait. On le retrouve souvent dans la littérature francophone. C'est peut-être dû à un phénomène du complexe de l'éternel colonisé, comme le qualifiait dans les peau noire, masque blanc, comme était qualifié, mais c'est un phénomène, c'est un fait. Donc vous allez le retrouver dans la littérature francophone, retrouver cette crise identitaire. Donc les mémoires blessées, vous allez aussi retrouver le phénomène des mémoires blessées, c'est-à-dire raconter ses souffrances. Vous allez, donc pour faire la part des choses, on va dire que la littérature maghrébine, par rapport à toutes ces littératures, parce qu'on a traité la suissitude, la belgitude, on a parlé de la négritude subsaharienne, on a parlé de la négritude créole, des Caraïbes, on a parlé du phénomène de Québec de résistance à l'américanisation. On a parlé de tous ces phénomènes, mais le phénomène de la littérature, le phénomène de la francophonie au Maghreb est un phénomène à part. Donc les littératures francophones sont le produit de la colonisation française, y compris le Maghreb. Le Maghreb n'est pas si différent que la région subsaharienne, bien que la région subsaharienne ait été traitée comme un réservoir de la négritude, réservoir de l'esclavagisme. D'accord? Réservoir d'esclaves. Alors que pour la littérature, pour la francophonie du Maghreb, c'était traité comme une région de Français de deuxième rang ou de troisième rang. Donc c'est pour ça que la violence n'est pas si extrême. La violence dans l'expression n'est pas si extrême. C'est-à-dire le Maghrébin a tendance à se sentir français quelque part. Certains Maghrébins ont tendance à se sentir. Bien sûr, l'Algérie est un cas à part. Par rapport aux autres pays du Maghreb, l'Algérie est un cas à part. Parce que l'Algérie, il y a eu de la violence en Algérie. Ce n'est pas le même cas qu'on va retrouver, ce n'est pas la même situation qu'on va retrouver au Maroc ou en Tunisie, qui était sous protectorat. Alors que l'Algérie, on a connu des violences. C'est pour ça qu'on retrouve cette hostilité totalement justifiée, totalement légale, cette hostilité qui se manifeste pour la francophonie. Donc la francophonie, c'est une expression de souffrance, pas comme celle des Caraïbes, pas comme celle des nègres, pas comme celle des esclaves, mais c'est une souffrance encore
plus noble, plus, on va dire, dans laquelle il y a plus de rivalité. Parce qu'il y a eu une résistance en Algérie. Ah, leur étrangeté radicale vient de ce que le français y a été imposé par la force dans des contextes de violence extrême, esclavagisme, conquête, administration coloniale. L'écrivain francophone de ces régions, de toutes ces régions, écrit toujours dans la langue de l'autre avec la mémoire de cette violence. Donc pour conclure, pouvons dire que les littératures francophones hors Maghreb sont inséparables de l'histoire coloniale, de l'histoire de la souffrance. Bien sûr, nous parlons de la région subsaharienne, Maghreb, Caraïbes. Le phénomène du Québec et de la belgitude et suissitude, ce sont deux phénomènes différents de celle de la partie colonisée. Donc ces francophonies portent toutes, à des degrés divers, les marques d'une étrangeté fondamentale par rapport à la langue française. Bien sûr, vous allez retrouver là où il y a vraiment une marque d'étrangeté patente, comme dans le créole, une marque d'étrangeté, on va dire dialectale, de l'ordre de la variable dans le Québec, dans la Belgique, dans la Suisse. Vous allez retrouver un français presque similaire au français de métropole au Maghreb, parce que le maghrébin, comme je l'ai dit, se sentait quelque part, marocains et tunisiens se sentaient comme des appendices de la France coloniale, contrairement au Maghreb, où la proximité géographique et historique, parce que nous sommes dans une proximité, le Maghreb est dans une proximité géographique. Il est toujours, c'est-à-dire, même si le Québec garde le français, il garde un français qui lui est propre. Pourquoi? Parce que par la géographie, il est beaucoup plus loin de l'Europe, beaucoup plus loin de la France. Mais le Maghreb est proche géographiquement. Il a gardé un contact avec la France même après la colonisation. Contrairement au Maghreb où la proximité géographique et historique crée une relation plus complexe, la francophonie subsaharienne des Caraïbes et québécoise est née de la rupture et de la violence coloniale. Donc, je vous laisserai, Inch'Allah, la prochaine fois, je vous laisserai sur la page une activité TD qu'on va préparer pour la prochaine fois. Je vous laisserai le cours sur la page aussi pour que vous consultiez les